Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui ce soir sera un nouveau chapitre de Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'espère que vous avez passé une très belle semaine encore une fois et que si celle-ci a été stressante ou mouvementée, que cette lecture vous détendra comme les précédentes. Je vous souhaite une belle écoute et pour soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à en parler autour de vous, pourquoi pas. Bonne écoute. Miss Peregrine et les enfants particuliers, chapitre 3. Le brouillard nous aveuglait aussi sûrement qu'un bandeau. Quand le capitaine a annoncé que nous étions presque arrivés, j'ai cru qu'il plaisantait. Depuis le pont du ferry, je ne distinguais qu'un rideau gris à perte de vue. Agrippé au bastingage, l'estomac au bord des lèvres, je fixais les vagues vertes et les poissons qui allaient bientôt profiter des restes de mon petit déjeuner. Mon père, en manche de chemise, grelottait à mes côtés. Il faisait incroyablement froid et humide pour un mois de juin. Après 36 heures de voyage éprouvante, 3 avions, 2 escales, des siestes éclairs dans des gares ferroviaires crasseuses, puis cette interminable traversée en bateau, j'espérais que nous trouverions ce que nous étions venus chercher à Cairnholm, l'un et l'autre. Regarde, a crié papa. J'ai levé la tête et vu un immense rocher émerger de la grisaille. L'île de mon grand-père, sinistre et menaçante, nimbée de brouillard et gardée par des nuées d'oiseaux criards. Elle m'évoquait une ancienne forteresse, construite par des géants. En voyant ces falaises abruptes disparaître dans un banc de nuages fantomatiques, on pouvait effectivement penser que cette île était un endroit enchanté. Ma nausée se calmait. Papa courait partout, aussi excité qu'un gamin le jour de Noël. Il suivait du regard les oiseaux qui volaient en cercle autour de nous. Jacob, regarde, des puffins, des Anglais. À l'approche des falaises, j'ai remarqué de drôles de formes sous l'eau. Comme je me penchais, un membre de l'équipage m'a lancé « Tu n'as jamais vu d'épave ?»« Sérieux ? Cette zone est un vrai cimetière marin, » renchérit le matelot. La baie de Cairnholm est réputée pour ses naufrages. Nous dépassions justement une forme toute proche de la surface. Le contour de sa carcasse verdâtre était si net qu'on l'aurait cru prête à sortir de l'eau, tel un zombie de sa tombe. L'homme la montrait du doigt. Celui-là, il a été coulé par un sous-marin allemand. Il y avait des sous-marins par ici, des tas. La mer d'Irlande en était truffée. Si tu pouvais remettre à flot tous les bateaux qui sont torpillés, tu aurais une flotte entière. Il s'est éloigné en riant. J'ai couru jusqu'à la poupe pour voir l'espace disparaître dans notre sillage. Puis alors que je me demandais si nous allions devoir escalader les falaises pour débarquer de l'île, nous avons contourné un promontoire et sommes entrés dans une baie rocheuse en forme de demi-lune. Au fond était niché un petit port où des bateaux de pêche colorés dansaient sur l'eau. Derrière lui, une bourgade s'épanouissait dans un écrin de verdure, un patchwork de prés où passaient des moutons montés en pente douce vers une crête coiffée de nuages cotonneux. Je n'avais rien vu d'aussi magnifique. On aurait dit un décor de théâtre. Lorsque le ferry est entré dans la baie en crachotant, j'ai eu un frisson, tel un aventurier au seuil d'une terre encore inexplorée. Après avoir débarqué, nous avons traîné nos valises dans les rues de la ville, moins jolies de près que de loin. Des cottages blanchis à la chaux, au charme suranné malgré les paraboles qui ornaient leurs toits, longeaient un petit réseau de rues boueuses, bordées de gravier. Comme l'île était trop minuscule et trop isolée pour justifier qu'on tire des lignes électriques depuis le continent, des groupes électrogènes nauséabonds vrombissaient à chaque coin de rue, tels des guêpes furieuses. Ce bruit rivalisait avec le grondement des tracteurs, les seuls véhicules qui circulaient à Cairnholm. À la lisière de la ville, des cottages abandonnés, aux toits effondrés, trahissaient l'exode de la population. Les enfants de Cairnholm se détournaient de la pêche et de l'agriculture, activité traditionnelle, pour aller tenter leur chance sur le continent. Nous étions à la recherche d'une auberge nommée le Priest Home, où mon père avait réservé une chambre. J'imaginais une
vieille église convertie en bed and breakfast. Rien de très luxueux. Juste un endroit où dormir le soir, après des journées bien remplies. Attraquer oiseaux et souvenirs. Les quelques autochtones à qui nous avons demandé notre chemin nous ont répondu par des regards confus. Mon père s'est étonné. Il parle anglais ou pas? Au moment où la poignée de ma valise commençait à me scier la main, nous avons croisé une église. Pensant avoir trouvé notre auberge, nous sommes entrés dans l'édifice. Il avait effectivement été converti, mais pas en B&B. C'était un petit musée austère. Le conservateur s'affairait dans une salle décorée de vieux filets de pêche et de cisailles pour tondre les moutons. Nous nous sommes approchés. Son visage s'est éclairé et il a repris son air morose quand on lui a expliqué que nous étions perdus. Je pense que vous cherchez le Priest Hall. Ils ont les seules chambres à louer sur l'île. Il nous a donné des indications dans un accent mélodieux très amusant. J'adore entendre parler les Gallois, même si je ne comprends pas la moitié de ce qu'ils disent. Mon père l'a remercié et s'est éloigné. L'homme nous avait été d'une aide si précieuse que je me suis permis une dernière question. Savez-vous où est l'ancien orphelinat? Il a plissé les yeux. L'ancien quoi? J'ai frémi, craignant un instant qu'on se soit trompé d'île, ou pire que cet orphelinat ait existé seulement dans l'imagination de mon grand-père. C'était un foyer pour enfants, ai-je précisé. Il a accueilli des réfugiés pendant la guerre. Une grande maison. L'homme s'est mordu la lèvre et m'a regardé d'un air dubitatif, comme s'il hésitait à me répondre. Finalement, il eut pitié de moi. C'est de l'autre côté de l'île, après le marais et la forêt. À ta place, je n'irai pas traîner là-bas tout seul. Si tu quittes le sentier, plus personne n'entendra jamais parler de toi. Mon père m'a lancé un coup d'œil. C'est bon à savoir. Promets-moi que tu n'iras pas seul. D'accord? Pourquoi ça t'intéresse d'ailleurs? S'est renseigné l'homme. Ce n'est pas sur les cartes touristiques. Pour des raisons familiales. Mon père a passé plusieurs années ici quand il était enfant, a répondu papa. Après avoir de nouveau remercié l'homme, il m'a entraîné vers la porte. Nous sommes revenus sur nos pas jusqu'à une grande statue de pierre noire. Hommage aux marins disparus en mer. La femme qui attend avait un air sinistre. Debout, les bras écartés, elle pointait d'un côté la direction du port et de l'autre celle du fameux Priest Hall. Je n'y connais pas spécialement en hôtel, mais en découvrant l'écriteau délavé, j'ai pressenti que celui-ci nous offrirait un confort rudimentaire. Sous le nom de l'établissement, en lettres cursives géantes, on lisait vin, bière et spiritueux. Encore dessous, en plus petit, restauration. Et tout en bas, écrit à la main comme un remords, chambre à louer. Le S est embarré. Mon père a traversé la rue en pestant contre les charlatans et les publicités mensongères. Avant de lui emboîter le pas, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la statue. Je me suis demandé si la femme n'attendait pas simplement qu'on vienne lui apporter un verre. Après avoir poussé nos valises dans l'entrée exiguë, nous sommes restés un instant sur le seuil d'une salle de pub obscure, au plafond bas. Lorsque mes yeux se sont accommodés à la pénombre, j'ai songé que l'endroit méritait bien son nom de trou. Des petites fenêtres cerclées de plomb laissaient filtrer juste assez de lumière pour permettre aux habitués d'arriver au bar sans tout renverser sur leur passage. Les tables, usées et branlantes, auraient pu servir de boîte de chauffage. Malgré l'heure matinale, la salle était déjà pleine d'hommes silencieux, plus ou moins saouls, penchés sur des chopes de liquide ambré. On aurait dit qu'ils priaient. Le barman est venu nous serrer la main. Vous êtes là pour la chambre, je suppose. Je m'appelle Kev. Et voilà les gars. On dit bonjour, les gars. Bonjour. On marmonnait les poivreaux en hochant la tête. Kev nous a précédés dans un petit escalier, puis dans un couloir qui desservait 2 chambres basiques. Je suis indulgent. Mon père s'est attribué la plus grande. Une 3e pièce, meublée d'un sofa mité et d'une table où trônait une plaque électrique, tenait lieu de cuisine, salle à manger et séjour. D'après Kev, les toilettes fonctionnaient la plupart du temps. En cas de pépin, vous avez toujours les bons vieux cabinets au fond du jardin, a-t-il ajouté en nous montrant une bicoque, visible depuis la fenêtre de ma chambre. Il a sorti de lampes à pétrole du placard. Vous aurez aussi besoin de ça. Les groupes électrogènes s'arrêtent à 10 heures. Ça coûte cher de faire venir du pétrole par bateau, alors ici on se couche de bonne heure ou on s'habitue à l'odeur du kérosène. Il a conclu avec un grand sourire. J'espère que ce n'est pas trop primitif pour vous. Nous l'avons rassuré. Les cabinets extérieurs et la lampe à pétrole nous convenaient parfaitement. On n'avait rien
inviter à redescendre pour la fin de la visite guidée. Vous pouvez prendre vos repas ici et j'imagine que vous le ferez vu qu'il n'y a pas d'autre endroit où manger sur l'île. Si vous devez téléphoner, on a une cabine là-bas, dans le coin. Mais il y a souvent la queue. Les portables ne fonctionnent pas à Cairnholm et c'est la seule ligne terrestre de l'île. On a tout ici, la seule nourriture, les seules chambres, le seul téléphone. Il s'est renversé en arrière et a éclaté d'un rire tonitruant. Le seul téléphone sur l'île. J'ai regardé la cabine. Elle était équipée d'une porte qu'on pouvait fermer pour avoir un peu d'intimité, comme dans les vieux films. J'ai réalisé avec horreur que nous avions atterri dans le lieu de débauche où j'avais téléphoné quelques semaines plus tôt, le fameux Piss Hall. Kev a tendu les clés des chambres. Ah, mon père, si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Justement, j'en ai une, et je dis qu'est-ce qu'un PS, je veux dire un Priest Hall? Les hommes assis au bar ont explosé de rire. Ben quoi, c'est un trou pour les prêtres, a fait l'un d'eux. Ses compères ont redoublé d'hilarité. Kev s'est approché de la cheminée où un chien bouilleux dormait, allongé sur le plancher branlant. Du bout du pied, il a indiqué une trappe. Autrefois, à l'époque où il suffisait d'être catholique pour se faire pendre à un arbre, les gens du clergé venaient se réfugier ici quand les voyous de la reine Elisabeth les pourchassaient. On les cachait dans des petits endroits douillets comme celui-ci, des priest halls. L'emploi du on m'a frappé, comme s'il avait connu personnellement ces habitants de l'île, morts depuis longtemps. Douillet, c'est sûr, s'est exclamé un habitué. Il devait être bien au chaud et aller droit là-dessous. Valait mieux être allé droit que de se faire pendre, a dit un autre. Vive Cairnholm, a braillé le premier en levant sa chope. Vive notre rocher. Vive Cairnholm, ont repris les autres en gueule. Épuisés par le décalage horaire, nous nous sommes couchés de bonne heure. Ou plus exactement, nous nous sommes allongés sur nos lits, un oreiller sur la tête, pour tenter d'étouffer le vacarme qui filtrait entre les larmes du plancher. À un moment, le bruit était si monstrueux que j'ai soupçonné les fêtards d'avoir envahi ma chambre. Puis j'ai supposé que 10 heures avaient sonné, car les groupes électrogènes se sont arrêtés en crachotant. La musique s'est tue et les réverbères se sont éteints, plongeant la pièce dans l'obscurité totale. Je me suis retrouvé dans un cocon de silence et des ténèbres délicieux. Seul le murmure des vagues au loin me rappelait où j'étais. Pour la première fois depuis des mois, j'ai sombré dans un profond sommeil sans cauchemar. J'ai rêvé de mon grand-père, de sa première nuit ici, un enfant débarqué sur une terre étrangère, recueilli par des inconnus qui parlaient une autre langue étrangère. À mon réveil, un torrent de soleil jaillissait par la fenêtre. J'ai rejoint papa au rez-de-chaussée. Installé à une table, il buvait un café en nettoyant ses jumelles sophistiquées. J'étais à peine assis que Kev est apparu avec 2 assiettes pleines d'une viande non identifiée et du pain grillé. Je ne savais pas que vous pouviez faire des toasts, ai-je remarqué. Kev m'a répondu que pour lui, tous les aliments gagnaient à être grillés. Pendant le petit déjeuner, nous avons discuté de nos projets pour la journée. Papa proposait une promenade afin de nous familiariser avec l'île. On commencerait par repérer les meilleurs endroits pour observer les oiseaux, puis on chercherait l'orphelinat. J'ai englouti mon repas, impatient de partir à l'aventure, le ventre bien rempli. Nous avons quitté le pub et traversé la ville à pied en évitant les tracteurs qui roulaient à tombeau ouvert. Le bourdonnement des groupes électrogènes nous obligeait à crier pour nous entendre. Puis les rues ont cédé la place à des prés et nous avons laissé le brouhaha derrière nous. C'était une journée fraîche et venteuse. Le soleil, caché par des bancs de nuages géants, jaillissait par instants et baignait alors les collines d'une lumière spectaculaire. Je me sentais plein d'énergie, gonflé d'espoir. Nous avions prévu de rejoindre une plage rocheuse où papa avait remarqué une colonie d'oiseaux depuis le ferry. Cela dit, nous ne savions pas exactement comment l'atteindre. L'île, légèrement concave, était bordée de collines qui montaient en pente douce jusqu'à la mer, où elle s'achevait en falaise abrupte. À l'endroit qui nous intéressait, le relief était comme érodé et un sentier escarpé menait à une petite langue de sable au bord de l'eau. Nous sommes descendus jusqu'à la plage où un nombre impressionnant d'oiseaux battaient des ailes, poussaient des cris perçants et pêchaient dans les flaques laissées par la marée. Mon père a écarquillé les yeux. Fascinant, a-t-il murmuré en grattant une espèce de guano pétrifié avec l'extrémité de son stylo. J'aimerais bien rester un moment ici, si ça ne te dérange pas.
Je connaissais trop bien cet air émerveillé et je savais exactement ce que signifiait un moment, des heures et des heures. Pas de problème, je peux chercher l'orphelinat tout seul. Pas seul, tu me l'as promis. D'accord, dans ce cas, je me ferai accompagner. Par qui? Kev connaîtra bien quelqu'un. Mon père a regardé vers le large, où un grand phare rouillé se dressait sur un îlot rocheux. Tu sais ce qu'en penserait ta mère. Mes parents ont chacun leur conception de l'autorité. Maman est très présente, très impliquée, tandis que papa a tendance à se tenir légèrement en retrait. Il juge important que je commette mes propres erreurs de temps en temps, sans compter qu'il serait débarrassé de moi et libre de jouer avec le guano toute la journée. Entendu, a-t-il accepté. Mais n'oublie pas de me laisser le numéro de téléphone de la personne avec qui tu parles. Papa, personne n'a le téléphone ici. Il a soupiré. Ouais, bon, choisis quelqu'un confiance alors. Kev était sorti faire une course. Comme je me voyais mal demander à un de ces poivres de clients de m'accompagner, j'ai décidé de tenter ma chance dans la boutique la plus proche. C'était une poissonnerie. J'ai poussé la porte et je me suis retrouvé nez à nez avec un colosse barbu, vêtu d'un tablier sanglant et armé d'un couperet. Il a cessé de décapiter son poisson pour me jeter un regard noir. J'ai aussitôt regretté mes a priori contre les poivreaux. Mais, puisque j'étais là, je lui ai dit ce qui m'amenait. Pourquoi faire? A-t-il grogné. Il n'y a rien ici. Là-haut, à part le marais et un temps de chien. Je lui ai parlé de mon grand-père et de l'orphelinat. Il m'a étudié en fronçant les sourcils, puis s'est penché par-dessus le comptoir pour examiner mes chaussures. Dylan va t'emmener. Il n'est pas trop débordé, a-t-il dit en pointant son couperet vers un gamin de mon âge, occupé à ranger des poissons dans une caisse en polystyrène. Mais il va falloir que tu te chausses mieux. Tu ne peux pas partir avec ça au pied, la boule s'avalerait. Ah bon, vraiment? Dylan, passe-lui une paire de Wellington. Le gamin a grogné. Il a pris tout son temps pour refermer sa caisse et se laver les mains avant de s'approcher d'un rayonnage en traînant des pieds. Justement, on a des bottes solides à vendre, a dit le poissonnier. Une achetée, aucune gratuite. Il a éclaté de rire et abattu le couperet sur un saumon. La tête du poisson a glissé sur le comptoir sanglant pour aller atterrir dans un seau. J'ai sorti de ma poche l'argent que papa m'avait confié en cas d'urgence. J'avais traversé l'Atlantique pour rencontrer Miss Peregrine. Je n'étais pas à une petite arnaque près. J'ai quitté la boutique, chaussé des bottes en caoutchouc si grandes que j'avais pu les enfiler par-dessus mes baskets et si lourdes que j'avais du mal à suivre mon guide. J'ai trop dîné pour le rattraper. Tu vas à l'école sur l'île, lui ai-je demandé. J'étais curieux de savoir comment les jeunes de mon âge vivaient ici. Il a grommelé le nom d'une ville sur le continent. C'est à quoi? 1 heure de ferry? Ouais. C'est tout ce que j'ai réussi à en tirer. Après quelques tentatives avortées, j'ai renoncé à lancer la conversation et je me suis contenté de le suivre. À la sortie de la ville, nous sommes tombés sur un de ses copains, un mec plus âgé, en survêtement jaune fluo, avec des fausses chaînes en or. Un astronaute n'aurait pas paru plus déplacé à Cairnholm. Dylan lui a tapé dans la main et me l'a présenté. Il s'appelait Worm. Worm? C'est son nom de scène, a précisé Dylan. On fait un duo de rap de malade, a déchaîné Worm. Moi, c'est Mac Worm et voici Mac Dirty Dylan, alias chirurgien esturgeon, le meilleur beatboxer de Cairnholm. On montre aux Yankees de quoi on est capable. Dirty D. Maintenant, a dit Dylan, l'air ennuyé. Vas-y, vise, donne-moi le tempo. Dylan s'est exécuté en roulant des yeux. J'ai d'abord cru qu'il s'étranglait avec sa langue, avant de m'apercevoir qu'il toussait en rythme. Tcha, puis Worm a commencé à rapper. J'aime me déchirer là-bas au Bristol, comme ton père qui tremble le nez dans la gnôle. Faire des rimes, on croit que c'est facile, oh yeah. Dylan, tes beats, c'est du curry au poulet. Dylan s'est arrêté, ça veut rien dire. Et c'est ton père à toi qui picole toute la journée. On s'en tape, Dirty D. Continue. Worm a repris la boîte à rythme à son compte, tout en faisant une médiocre imitation de robot. Prends le micro, dit. Dylan a paru gêné, mais il a tout de même improvisé. J'ai rencontré une fille, elle s'appelait Sibylle, elle kiffait mon survêt et surtout mes baskets. Je lui ai donné l'heure, carrément racoleur. J'ai pondu ce dialogue pendant que j'étais au GOG. Worm a secoué la tête. Au GOG? Ouais, bon, c'est de l'impro. Ils ont voulu savoir ce que j'en pensais. Vu qu'ils étaient eux-mêmes assez critiques sur leur production, j'ai joué franc jeu. Je crois que je préfère la musique avec du chant, des guitares et
y aller maintenant? Ai-je demandé. Ils ont grogné et traînassé, puis on a daigné repartir. Worm s'est joint à nous. Je fermai la marche, essayant de préparer ce que je dirais à Miss Peregrine. Je m'attendais à rencontrer une vraie dame galloise qui m'inviterait à prendre le thé dans son petit salon. Nous échangerions quelques politesses jusqu'à ce que le moment me semble venu de lui annoncer la mauvaise nouvelle. Je suis le petit-fils d'Abraham Portman. Je suis au regret de vous apprendre qu'il nous a quittés. Lorsqu'elle aurait fini de sécher ses larmes en silence, je la bombarderai de questions. Dylan et Worm ont pris un petit chemin qui serpentait entre les pâturages avant de monter à pic vers une crête. Au sommet flottait un brouillard si épais qu'on avait l'impression de pénétrer dans un autre monde. C'était carrément biblique. J'imaginais Dieu dans l'une de ses colères, infligeant ce fléau aux Égyptiens. La purée de bois était encore plus dense lorsqu'on est redescendu sur l'autre versant. Le soleil n'était plus qu'une pâle lueur. L'humidité formait des gouttelettes sur ma peau et trempait mes vêtements. La température avait dégringolé. Un instant, j'ai perdu mes guides de vue et je les ai retrouvés un peu plus loin sur le sentier, redevenu plat. Par ici. Obéissant, je les ai suivis dans un champ marécageux. Les moutons nous regardaient progresser péniblement dans les hautes herbes. Leurs laines étaient mouillées et leurs queues pendaient tristement. Une petite maison aux fenêtres condamnées par des planches s'est détachée de la brume. Vous êtes sûr que c'est là? Ça a l'air vide. Vide, certainement pas, a répliqué Worm. Il y a des tonnes de merde là-dedans. Vas-y, jette un œil, a suggéré Dylan. Il me baratinait, c'était évident, mais je me suis tout de même avancé pour frapper à la porte. Elle s'est entrouverte. Comme il faisait trop sombre pour voir l'intérieur, je suis rentré. Je me suis enfoncé dans une mer d'excréments. Cette masure à l'aspect inoffensif était une bergerie. Oh non, ai-je gémi, dégoûté. Des éclats de rire ont fusé. Je suis ressorti avant de m'asphyxier. Les garçons étaient pliés en deux. Bande d'abrutis. Pourquoi s'est défendu Worm? On t'a dit que c'était plein de merde. Je me suis planté sous le nez de Dylan. Tu vas me montrer cette baraque, oui ou non? Worm a essuyé ses yeux larmoyants. Il a l'air sérieux, a-t-il commenté. Évidemment que je suis sérieux. Le sourire de Dylan s'est évanoui. J'ai cru que tu déconnais. Non. Les garçons ont échangé un regard gêné. Dylan a chuchoté quelque chose à Worm, qui lui a répondu à voix basse. Finalement, mon guide s'est tourné vers moi et m'a montré le chemin. Si tu veux vraiment la voir, tu n'as qu'à longer le marais et traverser le bois. C'est une grande maison ancienne. Tu ne peux pas la manquer. Mais t'es censé m'accompagner. On ne va pas plus loin, a déclaré Worm, le regard fuyant. Pourquoi? C'est comme ça. Là-dessus, ils ont fait demi-tour et se sont éloignés dans le brouillard. J'ai réfléchi aux différentes alternatives. Je pouvais me dégonfler, rentrer en ville, ou continuer seul et mentir à papa. Après 4 secondes de délibération, j'étais en route. Un vaste marécage couvert de brume s'étendait de part et d'autre du sentier. De l'herbe marron et une eau couleur thé à perte de vue, avec pour seul point de repère un petit tas de pierres ici et là. Il s'achevait brusquement au sein d'une forêt d'arbres squelettiques. Dans les sous-bois, le chemin disparaissait sous des troncs couchés et des tapis de lierre. J'ai cru à plusieurs reprises que je m'étais perdu. Comment Miss Peregrine peut-elle faire de ce trajet à son âge? Me suis-je demandé en escaladant un tronc géant, glissant de mousse. Elle doit se faire livrer ses courses, ai-je réfléchi. Pourtant, personne ne semblait avoir emprunté ce chemin depuis des mois, voire des années. Passé un virage, les arbres se sont clairsemés et j'ai vu la maison surgir du brouillard au sommet d'une butte envahie par la végétation. J'ai compris pourquoi les garçons avaient refusé de m'y accompagner. Mon grand-père me l'avait décrite des centaines de fois, mais dans ses histoires, c'était un endroit gai et lumineux qui résonnait de cris et de rires d'enfants. La bâtisse qui se dressait devant moi avait quelque chose d'angoissant. Des branches jaillissaient de ses fenêtres brisées, des lianes dévoraient ses murs, tels des anticorps attaquant un virus. Comme si la nature lui avait déclaré la guerre, mais qu'elle s'obstinait à rester debout, malgré son toit effondré et son évidente décrépitude. J'ai essayé de me convaincre que quelqu'un pouvait encore vivre ici. Chez nous, en Floride, on entend parfois parler d'un vieillard reclus dans une maison en ruine, oublié de tous, jusqu'à ce qu'un employé scellé de service de recensement ou un promoteur immobilier retrouve le pauvre gars en décomposition sur son canapé. En vieillissant, les gens n'ont plus les moyens d'entretenir leur maison, leur famille les délaisse pour diverses raisons. C'est triste, mais ça arrive. Autrement dit, que ça me plaise ou non, j'allais devoir frapper. Je me suis armé de courage pour traverser l'étendue d'herbe folle menant à l'entrée.
jet de bois pourri et jetai un coup d'œil par une fenêtre. Comme je distinguais seulement les formes du mobilier, je me suis décidé à cogner à la porte. J'ai reculé et patienté dans un silence oppressant, tout en tripotant la lettre de Miss Peregrine dans ma poche. Je l'avais emportée au cas où la vieille dame me demanderait de prouver mon identité. Mais plus le temps passait, plus j'étais convaincu que je n'en aurais pas besoin. J'ai redescendu le perron et contourné la maison à la recherche d'une autre entrée. Les façades se succédaient, ornées de balcons, de tourelles et de cheminées. Finalement, la chance m'a souri. Une ouverture sans porte, partiellement obstruée par le lierre, donnait sur un trou noir prêt à m'avaler. Je n'avais pas fait tout ce chemin pour me sauver devant une vieille bicoque. J'ai repensé à toutes les épreuves que Grandpa avait subies dans sa vie et pris ma décision. S'il y avait quelqu'un là-dedans, je le trouverais. J'ai monté les marches branlantes et franchi le seuil. Un couloir obscur s'enfonçait dans les profondeurs de la maison. Je me suis pétrifié en frôlant des lambeaux de peau fixés à des crochets. Après avoir imaginé avec effroi un cannibale surgissant de l'ombre, un couteau à la main, j'ai réalisé que c'était juste des manteaux, que les intempéries avaient changé en guenilles moisies. J'ai réprimé un frisson et inspiré à fond. Je n'avais exploré que 3 mètres de couloir et j'étais à 2 doigts de me dégonfler. Allez, courage, me suis-je commandé. Fort de cette résolution, j'ai progressé à petits pas dans l'obscurité, le cœur battant la chamade. Chaque pièce était dans un état plus pitoyable que la précédente. Des piles de journaux côtoyaient des jouets éparpillés, preuve que des enfants avaient vécu ici. Les murs autour des fenêtres étaient noircis de moisissures chevelues. Les cheminées étaient bouclées par des lianes descendues du toit qui rampaient sur le sol, pareilles à des tentacules. Sur les étagères de la cuisine, des pots de conserve, victimes de dizaines de congélations et décongélations, avaient éclaté, éclaboussant les murs. Dans la salle à manger, le plâtre tombé du plafond formait une épaisse couche au sol, que j'ai d'abord prise pour de la neige. À l'extrémité d'un couloir, j'ai découvert un escalier délabré. Je me suis hasardé sur la première marche pour voir si elle résistait à mon poids. Le bois a grincé, comme s'il se réveillait d'un long sommeil. Mes bottes ont laissé des empreintes dans la poussière. S'il y avait quelqu'un à l'étage, il ou elle n'était pas descendu depuis des lustres. Enfin, je suis entré dans une pièce privée des pans de murs entiers. Une petite forêt avait poussé, qui frémissait dans le vent. Je suis resté quelque temps, pensif, à me demander ce qui avait pu produire de tels dégâts. Il était sûrement arrivé quelque chose de terrible. Malgré mes efforts, je n'arrivais pas à faire coïncider les histoires idylliques de mon grand-père avec ces maisons de cauchemar, ni à me faire à l'idée qu'il avait trouvé refuge ici, dans un décor aussi apocalyptique. J'avais encore à visiter une grande partie de la maison, mais soudain, j'ai eu l'impression de perdre mon temps. Personne ne pouvait vivre ici dans ces conditions, même pas le pire des misanthropes. J'ai quitté la maison avec le sentiment